Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Pépé Tehio, l'âme du centre du Bon Samaritain, n'a plus. Ses proches sont venus saluer une dernière fois sa mémoire avant son inhumation à l'Uranie. Quel héritage laisse-t-il après avoir consacré près de 40 ans de sa vie aux sans-abri? Inacio Raveino nous le dira, il est en direct du centre à Vagnignouri. Teveite Levra est désormais inscrite au barreau de Papeete. Elle a réussi avec brio l'examen professionnel et a prêté serment ce matin. C'est le portrait de ce journal. Les cordées de la réussite veulent pousser les élèves de 3e en difficulté à réussir. Comment ce partenariat UPF et collège se passe concrètement? Illustration dans un instant au collège de Tiparoui. C'est exclusif, les surfeurs du Pôle Espoir de France sont en stage en Polynésie. Une première, parmi eux retrouver la tahitienne Aylan Vaast. Enfin, pour terminer, au cœur du Fénois nous emmène ce soir à Hipou, sur l'île Vanille, sur une exploitation agricole de 1000 hectares que Céline, sa propriétaire, a su valoriser jusqu'au dernier mètre carré. Mais d'abord, vive émotion suite au décès de Pépé Tehio. Nous vous l'annoncions hier soir, le fondateur du centre Le Bon Samaritain s'en est allé à l'âge de 63 ans et c'est le diacre Médéric Bernardino qui résume le mieux son attachement aux sans-abri. Il vient de la rue et son amour pour les gens qui viennent de là est un amour indéfinissable. Après une dernière prière à sa mémoire, Pépé a rejoint le cimetière de l'Uranie. Inacio Raveino et Mirko Vanfo. Du vide, à l'image de celui que laisse Pépé Tehio, l'emblématique ex-directeur de la Maison du Bon Samaritain, qu'il a lui-même créé avec l'aide de quelques compagnons. En 2018, il prend sa retraite. Niouma prendra sa relève un an plus tard et il ne tarit pas d'éloges sur son prédécesseur. Des retours que j'ai eu de l'équipe surtout, c'était quelqu'un de très, courageux et de très persévérant aussi dans les projets qu'il entamait et tout. Il faisait absolument tout pour réussir ses projets. Donc c'était vraiment un projet au cœur aussi de nos publics, SDF et tout, qu'il mettait en place tous les projets nécessaires pour qu'ils puissent faire en sorte qu'ils soient bien. C'est à la salle paroissiale de la mission que la dépouille de Pépé Tehio est exposée. Il est entouré de son épouse, ses 4 enfants et ses 7 petits-enfants, ainsi que quelques proches qui ont un jour partagé une tranche de la vie du Bon Samaritain. On peut être grand, mais la grandeur de Pépé, c'est d'avoir été humble et d'être s'être occupé de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, les pauvres, les plus démunis. Il vient de la rue et son champ d'évangélisation et son apostolat, c'est la rue. Et son amour pour la rue et les personnes qui étaient là est un amour indéfinissable. Il n'a jamais voulu être payé. Je l'ai forcé à avoir un salaire. C'est sobrement que la cérémonie de la levée du corps a eu lieu à l'église Mariano Tehau. Une cérémonie humble, à l'image de ce que Pépé Tehio a pu laisser comme valeur à tous ceux qui ont un jour croisé sa route avant son départ pour l'Uranie, où il repose désormais. Et nous allons rejoindre tout de suite Inacio Raveino au centre du Bon Samaritain. Inacio, on imagine le vide que laisse Pépé Tehio aujourd'hui, puisque jusqu'à sa mort, il était omniprésent. Oui, le vide qu'il laisse aujourd'hui, parce qu'il a, d'accord, vous venez de l'entendre dans le reportage, qu'il avait laissé ses fonctions, il était parti à la retraite en 2018, mais il était toujours présent donc à la Maison du Bon Samaritain. Ce que je voulais vous dire aussi, avant d'accueillir notre invité, c'est les valeurs. La valeur qu'il a laissée, la valeur principale, c'est celle-là. Elle l'a écrit, le panneau ne paye pas de mine, mais il y a marqué Bon Samaritain accueil, c'est le maître mot donc de ce foyer, de cette maison d'accueil. Pour en parler, nous accueillons donc Torea qui est moniteur au Bon Samaritain. Torea Yorana, c'est vraiment l'accueil, l'héritage que nous laisse Pépé Tehio. L'accueil de la personne, le bien-être aussi, c'est important pour lui. On ne regarde pas juste l'aspect de la personne, qu'elle soit pauvre, riche. On regarde le fond de l'âme. Bien sûr, c'est un être humain comme tout le monde, donc on te doit de l'accueillir. Voilà. D'accord. Est-ce que je peux te demander l'héritage que tu gardes de lui? Quel souvenir tu gardes de lui? Le souvenir que je garde de lui, c'est la prière, beaucoup de prières. Et comme je te disais, c'est de prendre la personne, qu'elle soit japonaise, africaine, française,
de la prendre, de la traiter comme un être humain normal. Voilà. Toria, le foyer a ouvert il y a un peu plus de 30 ans. Est-ce que vous avez vu, vous, l'équipe encadrante, une évolution? Est-ce qu'il y a plus de sans domicile fixe ou est-ce qu'il y en a moins? Comment ça se passe? Malheureusement, bien sûr, il y en a de plus en plus. Et avec la crise du Covid, la nouvelle pandémie, il y en aura encore davantage. Donc l'évolution qu'on a ici, c'est qu'on a une équipe dynamique maintenant. On a une équipe dynamique. Depuis le début, il y a les anciens qui sont là, il y a les nouveaux comme moi qui sont arrivés, qui apportent de la nouveauté au foyer, qui apportent de l'évolution dans le travail que nous faisons. Toria, ça sera ma dernière question. Quelles sont les conditions pour être accueilli au foyer? Il faut être, pour le bon samaritain, il faut être un homme âgé de plus de 18 ans, être sans abri, sans domicile ou en errance. C'est la seule condition qu'on a ici. Voilà. Ni condition de religion, ni quoi que ce soit. On ne regarde pas la religion, on ne regarde pas la couleur, on ne regarde pas l'apparence, mais juste l'être humain. Merci beaucoup. Voilà, Chiquita, donc ce que l'on peut dire par rapport à l'héritage qu'a laissé PPTHIO. Et je voudrais rajouter que ce centre-ci était le premier foyer qu'il a construit. Il y en a 3 autres il y en a un à Mahina et 2 autres à Papeete qui accueillent donc divers publics. Merci beaucoup Inacio Raveino pour ces précisions. Merci également à votre invité, donc Toria Dujarier. Et puis, autre disparition, celle du frère Alain Selton, une des figures du mouvement eucharistique de la jeunesse. Polynésie la Première adresse ses condoléances à toute sa famille. Et la situation du coronavirus en Polynésie maintenant, l'épidémie continue à décroître. Seulement 12 cas supplémentaires ces dernières 24 heures. 22 patients sont hospitalisés, dont 12 en réanimation. Et depuis lundi, sachez que 113 personnes ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid. Et vous le savez, beaucoup de Polynésiens qui travaillent, et particuliers surtout, dont certaines entreprises également ont traversé la crise grâce aux aides de l'État et au soutien de leur banque qui leur a accordé un report de crédit. 5500 crédits reportés rien qu'à la Socredo, ce qui a permis d'éviter l'effondrement de l'économie. Les précisions de Mathai Brothers, invité Café de Polynésie la Première ce matin. Je pense qu'il faut rétablir un peu le discours de la place. Et c'est normal, on parle de ceux qui sont en difficulté. Et il faut parler de cela. Mais on ne parle pas de toutes les entreprises qui, en ayant fait des efforts de gestion, ont réussi à ne pas en arriver à mettre la clé sous la porte. Et elles sont nombreuses. Un grand nombre d'entreprises en Polynésie ont pu bénéficier des prêts garantis par l'État. La Polynésie, les 3 banques, ont débloqué en 2020 pour 52 milliards de francs de prêts garantis par l'État. Ce qui représente, quand on compare à la Calédonie, eux, ils en ont fait 22 milliards. Nous, 52, c'est dire combien la Polynésie a été active pour voler au secours de toutes les entreprises. Voilà une situation qui risque de ne pas s'améliorer de sitôt. Également dans l'actu, les professeurs du lycée professionnel de Fa'a sous le choc après l'agression de l'un d'entre eux par un de leurs propres collègues. Il y a un mois, une trentaine d'enseignants ont manifesté leur colère ce matin. Ils dénoncent un climat anxiogène qui ne fait que s'aggraver à cause d'élèves irrespectueux. Certains professeurs deviennent parfois agressifs. Le secrétaire général du SNETA FO regrette que la victime qui avait été agressée il y a un mois ait été écartée de l'établissement. Marianne Ouroutier le dit au micro de Nicolas Suir et Sandrouli. D'après les collègues, il est toujours en poste celui qui a frappé et le collègue qui est victime dans l'histoire, il se retrouve déplacé d'une manière un peu qui nous embête un peu parce qu'il a reçu un courrier dans lequel on a plus l'impression que c'est une sanction qu'un déplacement pour le protéger. Voilà, et l'enquête judiciaire et administrative suit son cours. Et puis la nouvelle armurerie qui tente d'ouvrir à Paouf a subi un autre refus, celui de l'église protestante Maui. Dans un communiqué, son président François Pihata se positionne contre, estimant que les 4 qui existent déjà sont suffisantes.
On change de registre complètement. Elle a grandi entre Tahiti et l'île Vanille. Tevaïté Levra a prêté serment aujourd'hui devant la cour d'appel de Papeete. Elle est donc officiellement avocate. Après avoir réussi l'examen professionnel il y a 3 mois, toute la famille et les amis l'entouraient pour ce moment solennel. Un soutien précieux pour arriver à ce jour de consécration. Son portrait est signé Stéphane Ratino et Marie Tinting. C'est la fin d'un parcours, le début d'une carrière. Un moment d'émotion, le même qui saisit l'être dans tout rite de passage professionnel. Tevaïté s'est approché de la barre pour prêter serment. Il y a eu les discours, celui de l'avocat général et celui de la présidente de chambre. Des modèles de sérénité pour construire l'œuvre de justice. Puis, le jeu le jure, celui de l'imprémature. Tevaïté est devenu officiellement maître Levra. Et jurez comme avocat d'exercer vos fonctions avec dignité, avec conscience, avec indépendance, probité et humanité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Je le jure. Merci maître. Vous faites désormais partie de la grande maison des avocats. Merci. Sur plus de 110 avocats, il y a très peu de Polynésiens, donc je suis contente d'en faire partie. Est-ce que tu penses que tu peux être un exemple pour la jeune génération d'étudiants en droit originaires de Polynésie? Oui, je pense que voilà, les étudiants vont se dire qu'on peut y arriver, si elle y est arrivée, elle peut le faire. Voilà. Donc ça serait bien que les jeunes fassent des métiers comme avocats. Ton message c'est quoi? C'est ayez confiance, n'ayez pas peur? Exactement. Courage. Toutes les personnes qui ont compté dans le parcours étaient là, parce que devenir avocat, c'est un combat, des efforts sans cesse à remettre, des nuits blanches, des yeux au-dessus du code, aux couvertures rouges, 8 ans, où l'expression d'une intacte motivation ne s'est jamais démentie. La famille est venue de table pour ce moment spécial. C'est beaucoup d'émotions et la joie. C'est un privilège d'être donc au rang à l'heure actuelle, c'est un privilège pour moi. C'est beaucoup d'émotions. Et mille merci donc justement pour son courage, parce que elle mérite. Elle le mérite. Est-ce que tu vois aussi un symbole de la force des jeunes polynésiennes pour arriver à quelque chose de valorisé socialement? Oui, je le sens. Aujourd'hui, ce fut jour de fête pour Tevaïté. Demain, des dossiers attendent déjà maître Levra au bureau. Voilà un bel exemple pour la jeunesse polynésienne. Et sachez que demain, le procureur de la République Hervé Leroy sera l'invité café de votre matinale radio. Éducation, maintenant, les cordées de la réussite, un dispositif d'aide aux collégiens en difficulté, un partenariat entre l'Université de la Polynésie et le collège de Tiparui. Ainsi, 6 étudiants de l'UPF dispensent des cours particuliers à une quarantaine d'élèves qui peinent dans certaines matières. Une sorte de tutorat. Le reportage de Noura Mourad et Hubert Liao. Une étudiante au milieu de collégiens. Il se retrouve aujourd'hui pour de l'aide aux devoirs, un accompagnement personnalisé dans le cadre du programme Les Cordées de la Réussite. Les élèves concernés sont généralement en difficulté scolaire et issus de quartiers prioritaires de Papeete. Des cours orchestrés par des étudiants en échange d'une rémunération et du passage du BAFA. Formés à la pédagogie pour répondre aux besoins des participants, cela fait parfois naître des vocations chez les étudiants. J'ai fait des études de sciences d'abord au lycée, puis des études d'économie-gestion et j'ai voulu essayer le professorat et c'était la première étape. Donc je me suis essayée, j'ai regardé si j'aimais et en fait j'aime beaucoup. Donc plus tard j'aimerais faire une formation pour devenir professeur. 2 heures par semaine s'ajoutent pour ces élèves de 3e nécessitant du soutien scolaire. Un temps pour se focaliser sur leurs études et rattraper leur retard. Parce que quand je suis à la maison, je suis sur mon téléphone et je ne peux pas me concentrer sur mon travail. Et je me suis dit que si je restais à l'école pour faire ça, ça m'aiderait plus à me concentrer sur mes notes et mes études. Ça m'a donné envie de participer à ce programme pour que je puisse réviser ce qu'il y a pour le lendemain. Au total, 40 participants encadrés par 6 étudiants dans un échange de solidarité collective, une volonté née de la principale du collège pour répondre aux besoins de certains de ses étudiants. L'idée, c'était de leur faire ambitionner quelque chose de plus grand et donc le partenariat avec l'université s'est imposé à nous très très vite comme potentiellement gagnant-gagnant et pour le collège et pour les étudiantes de l'université qui accepteraient de se joindre à nous. Une démarche ambitieuse qui donnera probablement naissance à de nouvelles cordées dans le but de former un réseau d'entraide positif entre élèves et étudiants. Voilà un tutorat qui redonne en tout cas de l'espoir.
Et en bref, une dépression a frappé ce matin l'atoll de Apataki au Tuamotu. Une partie de la toiture de l'église Sanito a été arrachée. Certaines maisons MTR aussi ont été endommagées, essentiellement des dégâts matériels. Les précisions de Samuel Faoura, maire délégué d'Apataki, joint par téléphone par Corinne Tehitia. Il y avait des cocotiers qui sont tombés sur la route. Il y avait un tronc d'arbre qui est tombé juste à côté d'une maison. Et aussi une fin palier, un côté de sa fin palier, et l'étole a été arraché. Un côté de la toiture de l'église Sanito a été arraché. Voilà, plus de peur que de mal. En sport, les espoirs français du surf sont en Polynésie. C'est ici que la Fédération française a choisi d'effectuer l'un des 2 stages annuels des étudiants dont fait partie Aylan Vast. Ils ont profité des grosses conditions de vagues qui ont touché la côte nord de Tahiti. Ariho et Tef Afana et Patrick Tsensing. Quasiment tous les champions de surf français sont passés par là. Cette année, et pour la première fois, le Pôle France a choisi Tahiti pour effectuer l'un des 2 stages prévus pour les élèves. Une destination qui n'a pas été choisie par hasard. C'est les conditions idéales, eau chaude, des vagues, il n'y avait pas mieux quoi. Donc c'est vrai, un peu contraint par le Covid, mais ça a été la destination idéale pour s'entraîner dans le cadre du pôle. L'objectif pour nous, c'est d'avoir un titre au JO 2024, donc on peut espérer que ce soit cette génération qui va se retrouver à glaner un podium au JO. Le Pôle France est une section qui concilie études et sport. Une chance pour tous les jeunes athlètes qui souhaitent percer. On a des camarades en correspondance en France qui nous envoient les cours. Et du coup, on fait les devoirs entre midi et 2 quand on rentre à la maison, quand on a le temps. C'est une énorme chance. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rêverait d'être à notre place. Et voilà, moi, je profite à fond et je suis trop heureuse. Aujourd'hui, c'était direction Papineau pour l'entraînement. Comme d'habitude, à chaque entraînement, un objectif. On s'en fiche de ce que tu fais avant, après, mais on fait juste là, une petite série à 3 avec celui qui fait le plus gros temps des 3. On est parti sur 15-20 minutes d'échauffement. Après, je siffle un coup, il sort de l'eau et on part sur une série de 20 minutes avec le meilleur turn. Puis derrière ça, on va faire une série de 20 minutes avec la meilleure combo. La section regroupe 12 des meilleurs surfeurs de moins de 18 ans venus des 4 coins de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Parmi eux, une surfeuse du Fénois. Il s'agit d'Aylan Vast, qui est également la première Tahitienne à intégrer le Pôle France. J'ai choisi d'intégrer le Pôle France pour pouvoir m'entraîner sur les vagues de beach break comme en France. Comme ça, on peut progresser et pouvoir surfer dans toutes les conditions. Et pour poursuivre l'école en même temps, faire surf école. J'étais contente pour partir découvrir de nouvelles choses et de nouvelles aventures. Une aventure qui l'amènera peut-être jusqu'à l'étape de surf des Jeux Olympiques 2024 qui se déroulera à Te Ahupu'o. En attendant, les espoirs du surf français seront au Fénois jusqu'au 24 janvier. Prenons maintenant de la hauteur. Au cœur du Fénois nous emmène ce soir à Taha, dans l'exploitation de Céline, située dans le district de Hipu. 1000 hectares de terre sur lesquels vanniers et cocotiers côtoient les abeilles. C'est le reportage signé Punuatuti. Près du plateau de Hipu se trouve le terrain de Céline. Elle possède une serre de vanille de 1000 m². Une serre qu'elle entretient avec son mari et ses enfants. Ici, le précieux or noir de Taha prend toute sa valeur. La vanille attend patiemment d'être récoltée. La saison de cueillette démarre aux environs du mois de juin et même juste un peu avant. Ça dépend de la phase de floraison car il faut compter à 9 mois après la fécondation avant la récolte. Nous attendons au mois de juillet. De son côté, Hayrani et sa femme s'occupent des ruches de miel. Passionnés d'apiculture, ils en ont fait leur activité principale. Aujourd'hui, ils récoltent plus de 150 kg de miel par saison. C'est un passe-temps. Ma femme et moi, on s'est lancés dedans parce qu'on aime le miel. Mais la plus grande fierté de Céline est cette cocoterie. Ici, plus de 500 cocotiers ont été plantés il y a plus de 10 ans.
Le copra faisait vivre les familles depuis toujours. On pouvait transmettre à vos enfants. Certains se sont lancés dans les plantations de taro, mais il faut se farcir les pentes montagneuses. C'est très dur pour tout le monde. Mais le copra, c'est véritablement de l'or. Pour Céline, l'agriculture est un moyen sûr pour subvenir aux besoins de la famille. Je l'ai dit à tous mes enfants, ne baissez jamais les bras. Le Créateur a mis à notre disposition 2 garde-manger, la terre et le lagon. Vous ne manquez de rien. Pendant 15 ans, Céline s'est consacrée à l'agriculture. Aujourd'hui, elle transmet son savoir à ses enfants. Voilà un exemple de cohérence intelligente à promouvoir d'ailleurs. C'est ainsi que s'achève cette édition dont je vous rappelle l'information principale, l'émotion bien sûr suite au décès de Pepe Tehio, le fondateur du centre Le Bon Samaritain. Après une dernière prière en sa mémoire, il repose désormais au cimetière de l'Uranie. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio, commande de vos journaux du week-end, Vito Tapo et Ayata Tarhau. À suivre votre série américaine The Enemy. Très belle nuit sur la première et bon week-end. Je vous retrouve lundi. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet